Super, bon, on va commencer par faire les présentations. C'est quand même la moindre des choses. Donc moi, je m'appelle Olivier. Je suis un pur produit local parce que j'ai grandi ici à Calas. Vous connaissez Calas? Petit village, voilà, à côté de Pan-de-Campagne. Pardon? Non, j'ai vu des... Mais on peut échanger, hein, c'est pas... L'idée, c'est qu'on échange pendant une heure et demie. Donc je vais vous parler de marketing digital, mais surtout, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous pensez que je dis des conneries, dites-le moi, hein, ça m'arrive d'en dire. Et puis, c'est des sujets qui sont quand même très complexes et très techniques. Je n'ai pas la science infuse. Ça peut m'arriver de me tromper aussi, et j'ai forcément plein de choses à apprendre de vous aussi, raison pour laquelle j'aime bien faire ce type d'intervention. Donc, je vous disais, moi, je suis un pur produit local. J'ai grandi à côté. J'ai fait mes études dans le commerce à Aix-en-Provence. Alors, je n'ai pas fait un BTS, mais j'ai fait un IUT Tech Deco. Je crois que c'est l'équivalent un peu du BTS NDRC. Alors, ça me fait sourire quand je viens faire des interventions devant des étudiants comme vous, parce que je me rappelle très bien quand j'avais 18 ans et que j'étais face à devoir choisir après le bac qu'est-ce que je vais faire. Alors, je ne voulais pas faire d'école de commerce, je ne voulais pas faire de prépa, etc. J'étais un peu trop feignant. Je me dis, voilà, si je vais devoir travailler beaucoup, ça va être compliqué pour moi. Donc, j'ai envoyé un peu un dossier au hasard à l'IUT d'Aix-en-Provence, et sans trop savoir ce que j'allais faire derrière. Et je me rappellerai toujours le premier jour où je suis arrivé à l'IUT d'Aix-en-Provence, donc en technique de commercialisation, Tech Deco. Je m'assois, et là, je vois arriver le directeur de l'IUT, M. Kazan. Il est resté directeur pendant 30 ans. Il a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, quand je le croisais des années après, je souriais avec lui de l'anecdote. Et donc, M. Kazan, il arrive, il rentre dans la salle, donc il y a une trentaine d'élèves, et qui commence à vous dire bienvenue à l'IUT d'Aix-en-Provence. Alors là, je vous dis une chose tout de suite, si vous ne souhaitez pas devenir vendeur, c'est pas la peine de rester ici, vous pouvez partir tout de suite. Et moi, je prends ça, je suis assis, je dis putain, mais moi, je voulais faire tous les métiers du monde, sauf celui de vendeur. J'étais quelqu'un de très timide, introverti, et j'avais une image de la vente, je dis, oula, mais jamais je veux être vendeur. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je rentre, eh bien, je peux pas. Si je me lève de l'IUT, je rentre à la maison, mon père, c'est sûr, il va me tuer, mon père. Terminé. Donc, du coup, je suis resté. Bon, j'ai serré les dents, et en fait, ça a été une révélation pour moi, cette IUT technique de commercialisation, parce que parmi tous les profs qu'on avait, on avait un prof de vente, et ce prof de vente, c'était incroyable. Alors, excusez-moi par avance de ce que je vais dire, mais ce n'était pas un prof issu du monde académique, et j'ai rien contre les profs issus du monde académique, mais c'était un professionnel en activité. Voilà, je me rappelle très bien, il était directeur régional des ventes pour une grande boîte dans l'agroalimentaire, et j'ai vachement accroché avec lui parce qu'il avait un discours qui n'était pas du tout un discours académique, et encore une fois, j'ai rien contre les profs académiques, il en faut, mais il avait vraiment un discours très terre à terre, et il m'a fait découvrir ce métier de vendeur. J'en ai fait mon métier dans les années qui ont suivi, et j'ai vraiment accroché, et je me suis dit, mais finalement, heureusement que je ne me suis pas levé de ma chaise et que je ne suis pas rentré à la maison, sinon je serais passé à côté d'une grosse opportunité. Donc, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Moi, j'ai une doctrine, le meilleur est à venir, dans la vie comme dans les affaires. Donnez-vous simplement les moyens de croire en vous, et c'est en avançant que petit à petit, vous tracerez votre chemin dans une période qui, honnêtement, n'est pas évidente. 18-20 ans, moi, je suis bien placé pour le savoir aussi, pour être déjà passé par là. Et puis, j'ai deux grandes filles qui ont une vingtaine d'années chacune. Et voilà, et donc elles sont lancées dans leurs études, mais le choix, ça n'a pas été évident. Donc, c'est des périodes, voilà, et en même temps, vous allez au-devant. Moi, je paierai, je tuerai pour revenir 30 ans en arrière et avoir votre âge, hein, clairement. Donc, il y a plein d'opportunités qui s'offrent à vous, si tant est qu'on peut s'en donner les moyens. Donc, après mes études à l'IUT, je suis parti aux États-Unis et j'ai fait ce qu'on appelle un MBA à l'époque. Un MBA, c'est un master en business administration. Je suis parti aux États-Unis, j'ai fait mes études là-bas. Après l'IUT, 1 an et demi. Et puis, j'ai dû rentrer en France parce qu'à l'époque, il y avait encore le service militaire. Donc, je n'ai pas réussi à me faire réformer aux États-Unis. Donc, j'ai dû rentrer en France. J'ai fait mon service militaire à Istres. Il y a une base aérienne à Istres. Alors, quand on dit qu'on a fait le service militaire aux jeunes, ça fait toujours, parce que ça n'existe plus,
mais ça a existé pendant un certain nombre d'années. Et j'ai adoré faire mon service militaire, puisque c'était à l'époque, c'était en 94. 94, c'était à l'époque où il y avait le conflit avec la Bosnie, la Serbie, etc. Et donc la base aérienne de Istres, c'était la base où le QG américain était implanté et rayonné sur le conflit. Et comme j'étais le seul à parler anglais dans la base aérienne, du coup j'étais l'interprète entre les officiers français et les officiers américains. Et j'ai été choyé pendant un an, je me suis régalé. J'ai même gagné un vol en ravitailleur de Rafale pour me féliciter de cette année passée à l'armée. Et puis après, j'étais confronté à la dure réalité du monde du travail, commencé à chercher du boulot, et je vous en parlerai un peu plus tard à la fin de la conférence. Je vous donnerai aussi quelques clés et quelques pistes qui peuvent, j'espère, vous aider dans votre carrière professionnelle pour trouver un stage, pour trouver peut-être un boulot après vos études. À l'époque, nous n'avions pas les réseaux sociaux. Trouver du boulot, ça n'a jamais été facile, entre guillemets, mais on n'avait pas les moyens que vous avez, vous, aujourd'hui, pour pouvoir entrer en contact avec les entreprises. L'alternance, ça n'existait pas. On faisait des pauvres stages, et je trouve que c'est super, l'alternance, parce que c'est vraiment, ça vous met le pied à l'étrier. Et moi, j'ai toujours voulu bosser dans l'informatique. L'informatique, on appelait ça comme ça à l'époque. Aujourd'hui, on appelle ça Internet, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Parce que j'ai grandi, je viens d'un milieu qui est un milieu d'entrepreneurs. Mon papa était entrepreneur, mon oncle était entrepreneur, mon cousin était entrepreneur. Donc j'ai grandi dans ce milieu de l'entrepreneuriat. Voilà, et dans ce milieu de l'informatique, puisque mon papa, à l'époque, début des années 80, ça a été le premier en France à lancer le métier de ce qu'on appelle grossiste en micro-informatique. Si je vous dis Apple, vous connaissez ? Voilà. Microsoft, ça vous parle ? Voilà. Ces gens-là, au début des années 80, ils ne sont pas implantés en France, et donc ils sont passés par une entreprise comme celle de mon père pour les lancer sur le marché français. Donc quand j'avais une dizaine d'années, j'ai grandi avec le premier Apple à la maison, les premiers micro-ordinateurs, les premiers logiciels. Ça fait sourire aujourd'hui, mais on est au début des années 80, et donc je pense que on est un peu conditionné par son environnement. Et donc, j'ai été très, très influencé par à la fois ce métier de chef d'entreprise et puis cet environnement de l'informatique que j'ai adoré. Donc, quand j'ai commencé à chercher du boulot, j'ai naturellement voulu, entre guillemets, épouser une carrière dans l'informatique. Ça n'a pas été évident ici à Marseille de trouver du taf. On est au milieu des années 90. L'activité économique que vous pouvez constater aujourd'hui dans notre belle région, ce n'était pas la même que celle d'il y a 25 ans. Donc j'ai dû émigrer. Et à votre avis, j'ai émigré où pour aller bosser dans l'informatique ? Paris. À Paris. Donc pour un supporter de l'OM comme moi, je peux vous dire que ça a été un crève-cœur. Hein. Je me suis donné 4 mois. J'ai dit, si au bout de 4 mois, je ne trouve pas des boulots dans le sud. De toute façon, il y en a un, mon père, qui allait mettre un grand coup de pied aux fesses. Donc maintenant, tu vas bosser. Et donc, je suis allé voir le directeur commercial de mon papa, à l'époque, Éric Louessard, que je salue d'ailleurs s'il regarde plus tard cette vidéo. Et donc, je suis allé voir Éric dans son bureau, à Vitrolles, parce que mon père, il avait sa boîte à Vitrolles. Et je lui ai dit, écoute, Éric, là, je suis un peu dans la merde. Ça fait 4 mois que je cherche du boulot dans l'informatique. Ici, je ne trouve pas. Donc, je vais devoir aller à Paris. Comment on peut faire ? Ils me disent, pas compliqué. Ils me donnent une carte de visite. Il me dit, voilà, tu appelles cette nana de ma part. Et donc, cette nana, elle avait un cabinet de recrutement et elle était spécialisée dans les métiers de l'informatique. Et donc, je suis allé la voir. Et vous me croyez ou pas, mais en 15 jours, j'ai trouvé du boulot. Et je vous raconterai plus tard l'anecdote sur comment j'ai réussi à décrocher ce premier boulot. Et je vais vous la faire courte maintenant. J'ai eu 3 grandes expériences dans ma vie professionnelle. J'ai appris mon métier pendant 5 ans dans une boîte américaine où j'étais vendeur. Voilà, je vendais des solutions informatiques complexes aux grandes entreprises, notamment du RFID. Ça me fait sourire quand tu m'as dit ça. On parle de ça il y a plus de 25 ans. Donc j'ai appris que je considère être le plus beau métier du monde, qui est le métier de vendeur, parce que dans la vie, quand vous savez vendre, vous savez tout faire. Voilà, on passe sa journée à vendre. On passe sa journée à vendre à ses clients, à son conjoint, à ses enfants. La vie, et vous verrez, vous vous en rendrez compte, 80% des problèmes que vous allez devoir gérer dans votre vie au quotidien et dans l'entreprise, c'est des problèmes humains.
Et que ça. Le reste, c'est de la compétence, la technique, ça s'apprend, ça se développe. 80% des problèmes qu'on gère dans la vie, c'est des problèmes de relations humaines. Et quand on sait vendre, quand on a les techniques de vente, eh ben ça nous aide. Ça nous aide à mieux comprendre l'autre et à mieux communiquer avec son entourage pour faire passer des idées, influencer, etc. Et donc, quand je vous disais, 3 temps dans ma carrière, j'ai appris ce beau métier de vendeur à la meilleure école du monde, les Américains. Les Américains, ils ont plein de défauts, je vous le concède, mais ils ont une grande qualité. Ils savent bien vendre et ce sont des génies en marketing. Voilà. Donc, j'ai fait mes armes là-bas, j'ai appris là-bas, puis au bout de 5-6 ans, l'appel de l'entrepreneuriat était trop fort au plus profond de moi. J'avais envie de liberté. J'en pouvais plus que tous les matins, quelqu'un me dise « Olivier, il faut que tu fasses ça. Olivier, il faut que tu fasses ci. » J'en pouvais plus. Et pourtant, mon premier patron, je lui dois beaucoup. Parce que c'est lui qui m'a appris mon métier. Et ce que je vais partager avec vous, et ce que j'utilise encore aujourd'hui, alors qu'on est dans un monde complètement numérisé, qui n'a plus rien à voir avec le monde qu'on a connu il y a 25 ans, mais j'utilise encore aujourd'hui les mêmes techniques pour pouvoir communiquer, influencer et vendre à mes clients, même techniques que j'ai appris il y a plus de 25 ans. 3 temps. Ce premier temps où j'ai appris mon métier, j'ai fait mes classes, où j'ai très bien gagné ma vie. J'ai gagné plus d'argent en travaillant dans une boîte américaine il y a 25 ans qu'en étant patron de petite boîte aujourd'hui. Ça, c'est la petite parenthèse. Et puis après, pendant 2000-2015, ouais, c'est ça, pendant une quinzaine d'années, je suis rentré ici à me demander... L'OM, ça manque quand même. Quand, voilà, les Parisiens, ils sont gentils, mais bon. Après 5-6 ans, j'avais ma dose. Et donc, je suis rentré dans ma région natale. Et pendant 15 ans, j'ai racheté et créé des boîtes dans le milieu du web, pour faire simple. Voilà, et notamment une activité que j'ai gardée pendant 10 ans, où je vendais de l'électroménager et de l'hi-fi sur Internet. Voilà, démarré le e-commerce en 2005 à peu près. Ça fait sourire aujourd'hui, mais 2005, c'était l'âge de pierre du e-commerce. Ce n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans. J'ai développé des activités. J'ai fait un gros dépôt de bilan. Vous savez ce que c'est un dépôt de bilan? Vous avez le droit de répondre, hein? Pas encore, ils n'ont pas encore fait le dépôt de bilan. Quand vous créez une entreprise, quand vous développez une entreprise, ben quand l'entreprise fait faillite, ça vous parle? Ouais, voilà. Ben pardon? Comme les clubs de foot, quand ils font faillite, voilà, ben il y a une procédure qui s'appelle le dépôt de bilan. On va au tribunal de commerce et on dépose son bilan. Ça, c'est prend le bilan là, bim, on le met sur le bureau. Donc j'ai connu ça aussi, la faillite d'une entreprise, pardon. Et donc pendant 15 ans, j'ai fait ça, racheter et créer des boîtes. Et puis, il y a donc maintenant presque une dizaine d'années, j'ai complètement, entre guillemets, changé d'activité. Je suis toujours resté dans le milieu du web. Et je suis parti du constat suivant qui était de dire, moi, quand j'ai démarré sur le e-commerce en 2005, j'ai jamais trouvé sur la place de Marseille une agence digitale, une agence web ou un consultant qui a su vraiment m'aider, m'accompagner pour m'aider à bien développer mon activité e-commerce. Donc, je me suis dit bêtement, je pense qu'il y a un besoin pour les patrons de petites entreprises localement d'être accompagnés par une agence, un consultant qui connaissent un peu son métier, entre guillemets, et puis qui a un discours un peu plus pédagogique, pragmatique, opérationnel, parce que le digital, c'est devenu très complexe, c'est très compliqué. Et donc, les patrons de boîte, tous ne sont pas acculturés et sensibilisés à ces nouvelles technologies. Et donc, j'ai créé, mon agence WSI. Et WSI, on a une particularité. On n'est pas une agence comme les autres. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une agence qui fait du marketing digital? Une agence web, ça vous parle? À peu près? Mais si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, je suis là pour vous expliquer. Une agence, le métier d'agence, notre métier chez WSI, c'est d'accompagner les petites entreprises pour les aider à développer leur activité, leur business, à faire plus de chiffre d'affaires, trouver des clients, grâce à Internet. C'est ça le métier d'une agence. Et donc, quand on est un client, quand on est une entreprise, on veut se développer sur Internet, du coup, on fait appel à une agence parce qu'on n'a pas les compétences dans l'entreprise, on n'a pas les ressources non plus dans l'entreprise, et donc on va faire appel à un prestataire externe, une agence, voilà, pour du coup s'occuper de la communication sur les réseaux sociaux. On va faire appel à une agence pour créer son site Internet. On va faire appel à une agence pour faire de la publicité sur Internet. On va faire appel à une agence pour envoyer des emails aux clients du client, etc., etc. Voilà, c'est ça le métier que je fais.
Et donc, WSI, je vous dis, on n'est pas une agence, entre guillemets, comme les autres, puisqu'on est en fait un réseau d'agences internationales. Le siège social de WSI, c'est à Toronto, au Canada. Et on est une entreprise qui est plus vieille que Google. Ça fait sourire, mais c'est la vérité. Ça a été créé en 98, le patron de WSI, en 98. Dan Monaghan, c'était un visionnaire. Il s'est dit, oulala, Internet, ça va exploser. Il y a un truc à faire. Donc, il a créé WSI. Et en France, il y a à peu près une dizaine d'agences. Donc, il y en a à peu près une dizaine comme moi qui sont réparties un peu partout en France. Et dans le monde, WSI, il y a à peu près 400 à 500 agences, beaucoup en Amérique du Nord et un petit peu en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que au siège à Toronto, il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui travaillent au siège. Et leur job, c'est de se tenir au courant de l'évolution du marché du digital en permanence. Et donc, on a des partenariats avec Google, Facebook, TikTok, etc., etc. On a comme ça à peu près 150 partenariats. Et ce qui est très intéressant pour moi, ici, à Aix-en-Provence, dans notre petit village, c'est que du coup, toute la veille technologique, toute la formation, tout le savoir, toute la connaissance, ben, quelque part, elle est pilotée par Toronto. Et donc moi, régulièrement, je suis des formations. Par exemple, en ce moment, je suis en train de continuer de me former à l'intelligence artificielle. Vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle ? Ouais. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Et donc, je suis en train de continuer de me former à l'intelligence artificielle parce qu'à Toronto, chez WSI, ils ont embauché 2 spécialistes américains il y a 2 ans sur l'intelligence artificielle et qui, du coup, nous permettent de pouvoir bénéficier de solutions avancées et de programmes de formation pour ensuite pouvoir aller les dispenser et vendre ces prestations à nos clients ici, localement, à Aix-en-Provence. Donc, très intéressant d'avoir cet input de la part de WSI pour se tenir à la page, puisque un des grands défis dans le métier d'agence spécialisée en marketing digital, un des grands défis, c'est de se tenir au fait, d'être toujours à la page, de ne pas se retrouver dépassé par la technologie, parce que les clients, c'est ce qu'ils achètent chez vous. Un client, il achète une compétence, il achète de la ressource, et donc si vous n'avez pas cette compétence, cette connaissance, cette technicité à apporter à votre client, bah, il ira frapper à l'agence d'à côté. Voilà. Donc, un des grands défis dans mon job, c'est de se maintenir à jour au niveau technique. Et puis, un des deuxièmes grands défis qui est lié, ça j'ai envie de vous dire, à tous les entrepreneurs. À votre avis, c'est quoi quand on crée une boîte et exactement, les sous. Vous trouvez des clients. Il faut trouver des clients. Et donc, quand on est entrepreneur, on fait de la pub, exactement. Voilà, on développe son réseau. Et puis, quand on est face à un prospect, vous avez déjà entendu parler ce mot de prospect ? Ouais, ok. Je vois les BTS qui hochent la tête. Voilà, le démarchage. Quand on est face à un prospect, c'est une entreprise, parce que nous, on vend qu'aux entreprises, mais ça pourrait être un client particulier, hein, voilà. Exactement. Donc, c'est quelqu'un qui potentiellement peut devenir client, mais il n'est pas encore client. Et donc, quand on va parler à un prospect, bah, l'idée, c'est d'être le plus convaincant possible pour pouvoir lui donner envie de venir travailler avec vous et pas travailler avec votre concurrent. Et donc, il faut être capable d'être un peu influent, de savoir de quoi on parle. On fait preuve aussi de beaucoup de psychologie. Vous verrez, la vente, ça fait preuve de beaucoup de psychologie. Mais en même temps, le cerveau humain, il est assez prédictible. Donc, quand on a un peu les bonnes bases, on arrive à s'en sortir. Et moi, c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est le développement commercial. Voilà, parce que je suis un entrepreneur, mais avant d'être un entrepreneur, je suis d'abord un commercial. Et je trouve que vendre, c'est le plus beau métier du monde. Et voir son entreprise grandir, voilà, créer de la richesse, créer de la valeur, avoir un impact chez ses clients, se sentir utile sur son territoire, je trouve ça très challengeant et très intéressant. Voilà pour la partie professionnelle. À côté de ça, j'ai d'autres activités, puisque je ne passe pas mon temps qu'à travailler, même si j'adore mon taf, et j'ai la chance de faire un métier que j'adore. Franchement, le matin, quand je me réveille, je ne sais pas si c'est le week-end ou la semaine, pour moi, c'est les journées, elles sont toutes les mêmes. Enfin, si le week-end, j'ai quand même ma femme et mon fils à la maison, ça fait du bruit.
Mais sinon, quand je me réveille le matin, voilà, et ça m'arrive très, très, très souvent de me coucher excité le soir, et j'ai qu'une envie, c'est d'être le lendemain matin, parce que je travaille sur des projets, je trouve ça hyper excitant, et je peux que vous inviter à aller faire des métiers qui vous plaisent, parce que quand on fait un métier qui nous plaît, la motivation, elle vient naturellement. Et ça n'a rien à voir d'aller faire, entre guillemets, un job où on se dit, putain, mais je vais devoir encore me lever pour aller bosser pour ce connard. Et voilà, ça, c'est moins motivant. Donc, aller vers des métiers qui nous plaisent, il faut aussi bosser un petit peu en amont. C'est ce que vous faites pour se donner le choix derrière de la liberté. Donc, je vous disais, je fais des choses à côté de mon activité professionnelle, principalement 2 choses, enfin 3. Je donne des cours à la fac. Alors, je fais 12 heures par an parce que le temps, il est quand même limité. Dans la vie, on a 2 choses qui nous sont très précieuses et vraiment, moi, je les calcule au millimètre, c'est mon temps et mon énergie. Voilà. Donc, je suis très organisé avec un agenda, tout est dans mon agenda, parce que la gestion du temps, c'est un vrai sujet. Sinon, on se laisse vite bouffer. Et l'énergie, je suis content d'être avec vous aujourd'hui, je suis en énergie, parce que je prends soin de moi, je dors bien la nuit et je fais en sorte de l'être. Si j'étais arrivé fatigué, je ne mettrais pas la même intensité, la même énergie, et je n'aurais pas le même rendu. Voilà. Et donc, ça, c'est important, le temps et l'énergie. Ça, c'est la petite parenthèse. Donc, je donne des cours à la fac. Je donne 12 heures par an auprès de Master 2 en traduction technique. Et le cours que je fais, c'est un cours qui est très opérationnel puisque, en fin de Master 2, ils doivent trouver leur stage de 6 mois qui, après, va les amener vers leur premier boulot. Et donc, moi, je les aide, les Master 2, à trouver leur stage grâce aux réseaux sociaux. Et 80% de mes élèves trouvent leur stage grâce aux réseaux sociaux avant la fin du cours. Donc ça, c'est ce que je fais 12 heures par an. Et à côté de ça, je suis très impliqué dans le milieu entrepreneurial local. Vous avez déjà entendu parler du MEDEF? Non. Il n'y a rien de surprenant, pardon. Voilà, donc un syndicat, si je vous dis syndicat, ça vous parle? Voilà. Bon en France, dans le monde du travail, vous avez ce qu'on appelle les syndicats de salariés. Voilà, donc quand on est salarié, on peut être représenté par un syndicat et le rôle d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts des salariés auprès des instances patronales, mais pas que, paritaires notamment. Et puis vous avez ce qu'on appelle les syndicats de patrons. Donc les syndicats de patrons, ce sont des organismes qui ont pour objectif de défendre les intérêts de l'entreprise auprès notamment du gouvernement et autres, voilà, pour faire en sorte que le gouvernement il passe des lois qui soient plutôt favorables aux entrepreneurs et non pas négatives. Et donc le MEDEF, c'est le premier syndicat patronal français. Voilà, et donc dans la région, ça s'appelle l'UPE 13. Ça fédère plus de 10 000 entreprises dans la région. Et donc moi, je suis très actif au bureau d'Aix-en-Provence de l'UPE 13. Ça, c'est du bénévolat. Je le fais par engagement, par plaisir, encore une fois. Il y a un lien très fort avec le monde de l'entreprise. Et puis à côté de ça, je suis également actif dans une autre association qui s'appelle l'APM, l'Association pour le progrès du management. C'est une association qui a été créée par Pierre Bellon. Alors Pierre Bellon, ça ne parlera pas forcément aux plus jeunes. Pierre Bellon, c'est la personne Pierre est décédé il y a quelques années, qui a créé un des fleurons de l'industrie française qui s'appelle Sodexo. Sodexo, ça emploie 500 000 personnes dans le monde. Ça a été créé à Marseille à la fin des années 60. Sodexo, c'est la restauration collective. Peut-être que vous avez Sodexo à la cantine, Catherine, je ne sais pas. Mais donc Sodexo, c'est la restauration collective, entre autres. Et donc Pierre Bellon, c'est lui qui a créé ça. C'est un Marseillais, grande fierté marseillaise. Et Pierre Bellon, à la fin des années 80, il voulait faire en sorte que son entreprise se développe encore plus. Et donc, pour qu'une entreprise puisse se développer, il faut des talents. Un talent, c'est quoi? C'est des salariés, des dirigeants qui soient performants. Et pour faire progresser les gens, il faut les former. Et donc, il est parti du principe suivant en disant, voilà, si je veux que mon entreprise progresse, il va falloir d'abord que je forme mes collaborateurs pour qu'ils deviennent de meilleurs collaborateurs, plus performants. Et donc, c'est comme ça que derrière, on pourra ensemble développer l'entreprise. Et donc, il a créé son propre organisme de formation qui s'appelle l'APM, l'Association pour le progrès du management. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, l'APM, c'est le premier organisme de formation de dirigeants, d'entrepreneurs en France et d'ailleurs en francophonie. Et donc, vous avez aujourd'hui 8000 chefs d'entreprise qui se forment tous les mois à l'APM. Donc, un jour par mois, vous avez des patrons de grosses boîtes qui mettent leur ego et leur humilité de côté pendant une journée et qui viennent en petit comité, 25 personnes, se former
sur plein de sujets, le management, la vente, l'économie, l'écologie, la politique, etc., etc. La philosophie, voilà. Et donc moi, je suis animateur d'un club APM, et donc je consacre une journée par mois à animer ce club et à participer à ces formations de dirigeants. Donc, profil d'entrepreneur, et puis j'essaye de redonner un petit peu à l'ensemble de l'écosystème. Alors, de quoi on va parler, on va parler dans l'heure qui suit. L'idée, c'est de vous donner quelques clés sur le marketing digital. Voilà, avec un discours assez pragmatique et opérationnel, parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas issu du monde académique, moi, je viens du monde de l'entreprise. Et donc, tout ce que je vais partager avec vous cet après-midi, c'est des choses que je fais au quotidien et qui fonctionnent dans les entreprises et surtout qui permettent aux entreprises de se développer. Une entreprise, si elle veut prospérer, voilà, elle doit se développer pour créer de la valeur et ensuite pouvoir réinvestir, embaucher, etc. Et donc, pour se développer en 2024, c'est compliqué de le faire sans faire appel au digital. Alors, vous avez compris, le digital, c'est le numérique, Internet, les réseaux sociaux, l'email, tout ce qui est digital. Dans ma bouche, le digital, ça englobe tout, l'IA, tout ce qui est numérique. Et donc, vous avez des entreprises, aujourd'hui, mais ça fait un moment que ça dure, dont le business model dépend à 100% du digital. Et vous avez donc aussi plein d'entreprises qui ont besoin du digital pour pouvoir prospérer, trouver des clients, recruter, parce qu'il n'y a pas que trouver des clients dans la vie, il y a également le recrutement. C'est un vrai sujet que d'aller recruter les meilleurs. Quand on est patron de boîte, voilà, si on veut, encore une fois, développer sa boîte, il faut s'entourer des meilleurs. Pas le choix, il faut s'entourer des meilleurs pour pouvoir du coup grandir et se donner toutes les chances de pouvoir prospérer. Donc on va partager avec vous, on va travailler sur quelques grands sujets de manière, j'espère, assez didactique. Et puis, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, surtout, n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser toutes vos questions. Ça vous va? En même temps, vous n'allez pas dire non. Mais vous pouvez. S'il y a des choses que j'aborde pas, vous levez la main et vous me posez des questions. Le plus dur, c'est la première question. Une fois que le premier s'est lancé, après c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Là, j'ai pas compris, là. C'est des questions? Non, je dis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser quand vous voulez. Et le plus dur, c'est de poser la première question. Voilà, et notamment s'il y a des sujets, vous avez des questions sur tout ce qui touche au digital, des sujets que je n'aborde pas, franchement, vous levez la main et vous me posez la question. Ah, vas-y, super. Première question. On peut l'applaudir, bravo, parce que là, c'est la première. Quel est ton prénom? Elliot. Elliot. Ma question, c'est à partir de quel moment une entreprise, elle se dit qu'elle a besoin de marketing digital, de vous contacter? Est-ce que vous avez entendu la question au fond? Alors, Elliot nous demande à partir de quel moment, c'est une excellente question. De toute façon, il n'y a que des excellentes questions. Il peut y avoir de mauvaises réponses de ma part, mais il n'y a que des excellentes questions. Donc, Elliot nous demande à partir de quel moment une entreprise peut être amenée à avoir besoin du digital pour se développer. C'est ça ta question, Elliot. Est-ce que quelqu'un aurait envie de répondre à la question? Allez, vas-y, ton prénom. Elias. Moi, je dirais... Elias? Ouais. Ouais. Moi, je dirais dès le début. Dès le début, ouais. Pourquoi? Eh ben, comme ça, on commence direct. On peut commencer direct à taper, à se montrer, à essayer de se démarquer. On va essayer d'attirer de la clientèle dès le début. Puis, on a plus de visibilité par le digital que si on ouvre juste une entreprise comme ça. Alors, je pense qu'on peut faire pareil. Un tonnerre d'applaudissements pour Elias. Magnifique. Tu peux venir faire la conférence à ma place, Elias, tu es au top. Voilà, donc si pour ceux au fond qui n'auraient pas entendu,
Mais non, mais donc, le plus tôt possible. Et je vais répondre et compléter ce que tu as dit, mais franchement, il a tout dit. Je me souviens de mon dernier cours à l'école. Donc, c'était en MBA, c'était aux États-Unis. Voilà, moi, j'avais qu'une hâte, c'est que les études se terminent parce que je voulais absolument travailler, gagner des sous. J'en avais marre de taper des ronds à mes parents. Je voulais être autonome et gagner des sous. Donc, j'étais content quand c'est terminé. Et donc, je me souviens du dernier cours que j'ai eu dans l'amphi aux États-Unis avec un prof, c'était un prof en management. Et le prof, il nous sort, il me dit, voilà, là, vous avez fait 1 an et demi le MBA, vous avez fait plein de cours, etc. Vous avez appris plein de choses. Mais s'il y a un truc que je veux que vous reteniez, c'est ce que je veux vous dire maintenant. Et 30 ans après, je me souviens. Et donc, ce prof, il nous dit, ben voilà, et on est début des années 90, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. Hein, voilà. Et il nous dit, ben voilà, alors je vous la fais en anglais, mais enfin, vous allez voir, c'est pas très compliqué. La chose à retenir, c'est celle-ci. Dans la vie, change or die. Voilà. Donc, en gros, c'est changer, adaptez-vous, ou sinon vous êtes condamné à mourir, littéralement, quand on est une entreprise. Et donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ces nouvelles technologies, plus vite on va se les approprier, voilà, alors que si on reste sur des vieux schémas, des vieux modèles, ben on peut très vite se retrouver ringardisé. Et donc, une entreprise, qu'elle soit en création, qu'elle soit en vitesse de croisière ou si elle veut accélérer, voilà, on n'a jamais assez de clients. Donc, on a toujours besoin de pouvoir être plus visible pour générer un maximum de demandes. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez une entreprise comme Coca-Cola. Qui ne connaît pas Coca-Cola? Levez la main. Voilà. Donc, Coca, c'est une des marques les plus connues au monde. Est-ce qu'ils arrêtent de faire de la publicité? Jamais. Voilà. Ils n'arrêtent jamais et pourtant, c'est une des marques les plus connues au monde. Donc, c'est exactement ce que tu disais, Elias. C'est-à-dire que plus vite on s'approprie ces technologies, le digital, voilà, les réseaux sociaux, Internet, etc., eh ben, ça permet de se rendre visible, ça permet de se faire connaître. Tu as dit quelque chose de très intéressant, ça permet également de se différencier. Vous arrivez sur un marché, il y a des concurrents, et c'est une bonne nouvelle hein, quand il y a des concurrents sur un marché. Quand on arrive seul sur un marché, on peut se poser des questions. Mais quand on arrive sur un marché, qu'il y a des concurrents, ça veut dire qu'il y a un marché. Hein, s'il y a plusieurs entreprises qui prospèrent sur ce marché, c'est qu'il y a de la demande. Et donc, quand on arrive sur un marché, qu'on soit une petite entreprise, un entrepreneur, un freelance, une grosse boîte, une des clés, c'est de savoir comment je vais aborder mon marché, comment je vais me positionner. Et une des clés, c'est de pouvoir se différencier. C'est ce que tu as dit. Se différencier, c'est de dire, ben voilà, nous, on est une agence de marketing digital. Si je vous disais que ça, ben, il y en a plein des agences de marketing digital. En revanche, je vous dis, ben, nous, on est une agence de marketing digital pas comme les autres. Ce qui fait notre différence, c'est que notre siège social, il est à Toronto. On a un réseau d'agences digitales depuis 25 ans. Voilà. Et ça, déjà, ça limite le champ. Je ne dis pas c'est mieux, c'est moins bien, c'est ma différenciation. Et donc, il y a des clients qui sont perceptifs par rapport à ça, voilà, chez qui ça parle. Et c'est comme ça qu'on crée un premier niveau de connexion. Et donc, si on prend l'exemple des réseaux sociaux, ça permet, comme tu l'as partagé avec nous, de cultiver notamment sa différenciation, de se faire remarquer. Et tous les outils digitaux que vous allez utiliser, tous, sans exception, ils ont, dans le monde de l'entreprise, et même si vous deviez vous lancer tout seul, je lisais en venant, avant de venir ce matin, un article dans le Figaro sur le métier de freelance. Ça vous parle, le métier de freelance? Vous savez ce que c'est un freelance? Un freelance, c'est un indépendant, une personne, voilà, vous faites vos études, vous finissez vos études, et après vous allez arriver sur le marché du travail. Et en gros, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Premier choix, vous êtes salarié dans une entreprise. OK? Salarié, vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes salarié. Très bien. Eh bien, il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus être salariés parce qu'ils veulent de la liberté, ils en ont marre des contraintes horaires, ils veulent pouvoir gérer leur temps comme ils l'entendent. Et donc, ils vont vendre leurs services aux entreprises, mais pas à une, à plusieurs. Ils vont devenir indépendants, donc ils ne seront pas salariés, ils seront indépendants, freelance,
Voilà. Et du coup, proposer leurs services aux entreprises. Et vous avez en France, et dans le monde d'ailleurs, parce que le terrain de jeu, il est mondial, il y a plein de métiers, notamment tous ces métiers de la communication technique, du web, etc. Mais il y en a plein qui est hyper adapté à ce métier de freelance parce qu'on sait que ce sont des compétences qui sont recherchées dans les entreprises. Et donc, quand on est freelance, on s'inscrit sur des plateformes Internet. Ça vous parle, une plateforme Internet, voilà. Comme Malte, comme ComeUp, Fiverr à l'international. Et donc, on s'inscrit sur la plateforme. On dit, voilà, moi, je suis freelance spécialiste en communication sur les réseaux sociaux. Je vous propose mes services. Et là, quand on est une entreprise et qu'on cherche quelqu'un pour s'occuper des réseaux sociaux, mais on va sur des plateformes de freelance et ça permet, du coup, aux freelances de pouvoir proposer leurs services. En général, du coup, un freelance, passer les premiers clients, il va très vite augmenter son activité et il va gagner plus d'argent qu'en étant en entreprise et surtout, il va pouvoir avoir la liberté de son emploi du temps et pouvoir gérer ses clients comme il l'entend. Donc, freelance, c'est être indépendant, proposer ses services, comparé à je suis salarié. Et là, je suis salarié, je vais au bureau ou en télétravail, j'ai des horaires, j'ai un patron, etc. etc. Voilà. Après, on peut créer sa boîte, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, quand on est une entreprise, ou si demain, quand on est un freelance, et qu'on souhaite, comme tu l'as dit, être visible, on souhaite se développer, trouver des clients, voilà, on va utiliser le digital. Et le digital, c'est un super levier pour, du coup, accélérer la communication, se faire connaître. C'est génial d'avoir ces outils. Moi, quand j'ai démarré dans mon premier boulot, donc j'étais commercial, ça n'existait pas tout ça. Ça n'existait pas. Et quand j'y repense, j'ai dit waouh. Mais en même temps, comme ça n'existait pas, on ne savait pas que ça pouvait exister. On faisait que ce qu'on avait avec. C'était pareil pour tout le monde. Et on prenait le téléphone, on prenait le bottin, véridique. Vous savez ce que c'est un bottin? Vous ne savez pas ce que c'est un bottin? Hein? Vous ne savez pas ce que c'est? C'est génial, c'est génial. C'est génial. Ah, putain. Là, c'est là, on se dit, on est des dinosaures quand même. Voilà. Un bottin. La prochaine fois que je fais une conférence, je vais venir avec un bottin. Là, je fais mon effet, c'est sûr. Un bottin, c'est un espèce de truc indigeste, papier, épais comme ça, grand format A4, épais comme ça, jaune, dans lequel vous aviez tous les numéros de téléphone. Les pages jaunes. Ouais, voilà, les pages jaunes. Voilà, c'est ça. Truc de fou. Et donc, on prenait le bottin et on appelait les entreprises. Voilà, une par une. Ça marchait comme ça, hein. Ils ne rigolent pas. Et puis, quand on n'arrivait pas à les avoir, on prenait sa voiture et on allait faire du porte-à-porte. Ça vous parle, le porte-à-porte? Voilà. On allait taper aux portes. Et les Américains, ils ont des techniques de porte-à-porte, c'est des phénomènes. Et donc, moi, j'ai fait ça. Voilà. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup plus facile. Hein. LinkedIn, etc. On fait du porte-à-porte digital, quoi. Voilà. Mais donc, oui, ça, c'est intéressant. Donc, il y a deux leviers. S'il y a la formule magique, il y a deux choses à apprendre, à retenir. Voilà. Quand on fait du digital, ça vous amène deux choses. À la rigueur, s'il y a un truc à retenir de l'heure et demie qu'on passe ensemble, franchement, pour vous, c'est ça. Parce que demain, que vous souhaitiez chercher un stage, que vous souhaitiez chercher du boulot, ou que si demain, vous souhaitez chercher des clients, il n'y a que ça à retenir. Le digital, ça vous aide à vous rendre visible, vous faire connaître. Voilà, vous faire connaître. Expliquez-moi, comment, si on ne se fait pas connaître, quelqu'un va penser à vous pour vous embaucher. Expliquez-moi, si on ne se fait pas connaître, comment un client va venir te voir pour acheter ton produit ou ton service. Si on ne te connaît pas, tu crois qu'on va penser à toi? Donc le digital, il sert à ça. Il sert, à se faire connaître. Voilà. Pour ça, il y a les réseaux sociaux, il y a de la pub. Je vais partager avec vous les grandes techniques. Et puis, mais ce n'est pas suffisant de se faire connaître. Parce que si on se fait connaître pour les mauvaises raisons, ça va vous desservir. Tant qu'à faire, autant se faire connaître en véhiculant une bonne image de soi, non? Tant qu'à faire. Voilà. Que les gens se disent « Ah ouais, quand même, hein. Petit Elias, il envoie du pâté. Hein. Voilà. Il a l'air sérieux. Donc ça m'intéresserait éventuellement de le recevoir pour l'embaucher. »
Et donc, la deuxième levier qu'on vient chercher avec le digital, c'est ce qu'on appelle la crédibilité, la confiance. Tous ces outils, ils servent à une chose, à créer de la confiance avec votre écosystème. Les gens qui vont vous regarder. Et donc, si je suis une entreprise, ben, j'ai envie que mes clients me regardent, mes partenaires, mes fournisseurs. Voilà. Et donc, suivant ce que je raconte, suivant ce que je publie, ça va créer un climat de confiance. Si je cherche du boulot, c'est ce que j'apprends au master quand on fait les sessions sur leur stage, ben on leur apprend à utiliser les réseaux sociaux pour du coup se rendre visible auprès de futurs employeurs et surtout faire en sorte que les futurs employeurs, ben du coup, ils se disent « Ah oui, quand ils voient passer une publication d'Elliott, ils se disent « Ah oui, il a l'air sérieux, Elliott. Il a l'air compétent, il a l'air sérieux. » Et donc, si Elliott, il m'envoie un message, ben voilà, je cherche du boulot, etc., ben, tu auras plus de chances que la personne te donne un rendez-vous que si on n'a jamais entendu parler de toi. Et donc ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde, que vous cherchiez du boulot, que vous cherchiez des clients ou que vous cherchiez à recruter. Vous rendre visible et surtout créer de la confiance avec votre écosystème. Retenez ça, visibilité plus crédibilité, c'est la formule magique pour faire du business. Tu as une question? Tu as levé la main? Non? Et là, tu dis, oh, panique à bord, non? T'inquiète pas, tout va bien. Ça va jusque-là? C'est bon? C'est pas du charabia, ce que je vous raconte? Non? C'est bon? Ok, alors les entreprises, pour trouver des clients, elles utilisent le digital pour se rendre visibles. Bon. Et je vais passer vite là-dessus, je n'ai pas envie de vous embourber l'esprit, mais retenez l'idée que un prospect, on a parlé de prospect tout à l'heure, un prospect, c'est potentiellement un client, quelqu'un qui pourrait devenir client de l'entreprise. Un prospect, quand on est une entreprise et qu'on souhaite lui parler, il faut comprendre ce qu'il a dans la tête. Voilà. Et je vais vous donner un exemple assez simple. Imaginons, j'ai envie de partir en vacances cet été. Donc je suis potentiellement un prospect d'une agence de voyage ou d'un site internet qui me vendrait un voyage. Bon. Le truc, c'est que je ne sais pas où je vais partir encore en vacances cet été. Donc je vais aller sur internet et je vais commencer, où est-ce que je pourrais partir en vacances cet été? Tiens, si je partais au soleil, bah tiens, allez, c'est quoi les destinations pour partir au soleil? Et donc, je vais commencer à me renseigner sur les différentes options que s'offrent à moi pour partir en vacances cet été, sachant que j'ai un petit garçon de 7 ans, j'ai ma femme, etc. Donc, je prends en compte mes différentes contraintes et je commence à me renseigner. Ça, c'est la première étape. Tous les prospects, dans tous les métiers, passent par cette première étape, commencer à se renseigner sur ce qui leur gratte la tête. Voilà, sur le sujet concerné, c'est quoi ma problématique? Je commence à me renseigner. Ça, c'est la première étape. On passe tous par là et je suis sûr que vous êtes vous déjà passé par là avant d'acheter un produit ou un service. Ça prend du temps, on commence à se renseigner. Une fois qu'on a passé l'étape de renseignement, voilà, je dis, ben tiens, ok, j'ai décidé, je vais partir au soleil et j'ai envie d'aller en Grèce et donc je vais commencer à me renseigner sur la Grèce. Donc là, je vais commencer à m'intéresser à la Grèce. Et donc là, c'est la deuxième étape. Hein, j'ai validé mon type de séjour. Et donc, je vais commencer à me renseigner sur des agences de voyage, des sites internet qui proposent des voyages qui pourraient m'emmener en Grèce. Et donc là, on est sur la deuxième étape. On commence à s'intéresser de manière beaucoup plus concrète au sujet concerné et aux différentes options que pourraient s'offrir à moi pour partir en Grèce. Dans tous les métiers, ça fonctionne de la même façon. Et puis, vous avez la dernière étape, la troisième étape. Et ben, OK, j'ai décidé d'aller en Grèce. Ben, je vais comparer, j'ai trouvé 2 sites. Ils proposent des packages intéressants. Ben, je vais les comparer et je vais me décider un site plutôt qu'un autre, une agence plutôt qu'un autre. La troisième étape, c'est la phase de décision. Donc, toute cette phase, ce qu'on appelle de sensibilisation, d'intérêt et de décision, vous avez de manière très schématique retranscrit ce qu'on appelle le parcours d'achat en marketing. Ce sont toutes les étapes par lesquelles passent vos prospects avant d'acheter un produit ou un service.
mais c'est ce que vous faites à longueur de journée avant d'acheter un produit ou un service, et sans le savoir, ce que vous voyez, les marques, elles sont en train de vous influencer pour vous attirer vers elles avec des contenus. Elles se rendent visibles, elles vous créent de la confiance, elles vous donnent envie. Donc c'est ça le marketing, on se met du côté de la marque pour aller attirer vers soi, les gens qui sont intéressés par vos produits et vos services. Donc toute entreprise qui cherche à commercer et à utiliser le digital, elle va produire des contenus. Vous savez ce que c'est un contenu? Sur les réseaux sociaux, par exemple. Elles vont chercher à produire des contenus qui s'adressent aux prospects aux différentes étapes de son parcours pour pouvoir, du coup, attirer vers elles, à chaque étape du parcours, les bons prospects. Ça fonctionne comme ça, le marketing. Donc, quand on est en charge, dans une entreprise, de mettre en place ces stratégies, on réfléchit d'abord à ses prospects, ce qu'ils ont dans la tête, ce par quoi ils sont intéressés, aux différentes étapes, et on va comme ça produire différents types de contenus. On va également faire de la publicité, et c'est ce que je vais partager avec vous, les différentes techniques qu'on peut utiliser pour, du coup, attirer vers soi les bonnes entreprises. Quand on fait de la communication digitale, la communication tout court et de la communication digitale, on va travailler sur 3 grands sujets. Le premier, on l'a vu, la notoriété, se faire connaître, se rendre visible. Ça vous parle? On a pris l'exemple de Coca. Donc, on fait de la pub, on produit du contenu, on se fait connaître, notoriété. On travaille également sur ce qu'on appelle de l'acquisition. Alors, c'est un jargon marketing, l'acquisition. Mais l'acquisition, c'est s'adresser aux personnes qui sont en bas du tunnel, voilà, qui sont prêtes à acheter. Et donc, pour ça, il y a des techniques qu'on utilise pour pouvoir aller capter les prospects qui ont besoin d'acheter maintenant parce qu'ils sont déjà passés par l'étape supérieure. Donc, on sait qu'ils sont intéressés à acheter tout de suite. Donc, on va positionner son entreprise avec de la publicité, avec certains types de contenus pour faire en sorte d'aller acquérir du client. Donc, notoriété, acquisition. Et puis, une fois qu'on a du client, on essaye de faire en sorte que ce client, il soit satisfait, bien évidemment, et puis derrière, il puisse revenir acheter votre produit ou votre service, qu'il puisse vous recommander à d'autres. On développe du chiffre d'affaires en ayant plus de clients, en augmentant le panier moyen de vos clients et en faisant en sorte que vos clients, ils vous commandent 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Vous avez acheté un produit ou un service d'une marque, ça vous plaît, l'expérience, elle s'est bien passée, il y a de grandes chances que vous en parliez en bien à quelqu'un de votre entourage ou que quand demain vous allez avoir épuisé votre produit ou votre service, vous allez recommander le même produit ou le même service. C'est ça le faire du digital, c'est pouvoir du coup capitaliser. Je prends du nouveau client, je développe ma notoriété, et puis une fois que j'ai des clients, j'essaye de les fidéliser au mieux pour faire en sorte que derrière, quand ils auront besoin à nouveau, ils feront appel à moi et pas à un concurrent. Ça coûte 10 fois plus cher d'aller acquérir un nouveau client que de fidéliser sa clientèle existante et capitaliser sur elle. Ça, c'est un travers qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. On croise beaucoup d'entreprises qui dépensent beaucoup d'argent dans l'acquisition, aller chercher de nouveaux clients, et qui, du coup, sous-estiment en grande partie la fidélisation, à savoir bien s'occuper de ses clients et faire en sorte que vos clients, ils vous recommandent un produit, ils vous recommandent un service, ou tout simplement, ils fassent fonctionner ce qu'on appelle le bouche à oreille, qui parle de bien en vous. Alors, les outils. Les outils, vous les connaissez. On va utiliser principalement 3 types d'outils quand on est une entreprise et qu'on cherche à développer son activité grâce au digital. Il n'y en a que 3. Ça va? 3, c'est pas trop difficile. Il n'y en a pas 50 000. Il y a 3 outils. Si je vous posais la question, à votre avis, c'est quoi ces 3 outils? Oui, alors si tu remontes d'un cran. Ah, vas-y. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un outil. Donc, il y a Facebook, mais il n'y a pas que Facebook, il y a LinkedIn, etc. Donc, les réseaux sociaux, c'est un outil.
Les moteurs de recherche, c'est un deuxième outil. Et le troisième outil? Le mail. Bravo. Voilà, le mail. C'est la classe, hein? Quel public? Donc, quand on est une entreprise et qu'on veut se développer grâce au digital, on a 3 outils à notre disposition. Les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et l'emailing. Et vous allez voir qu'avec chacun des outils, on peut à la fois faire de la notoriété, comme Coca, faire connaître sa marque. Avec chacun des outils, on peut faire ce qu'on appelle de l'acquisition, donc parler aux entreprises qui veulent acheter tout de suite pour capter du client. Et on peut faire également de la fidélisation, c'est-à-dire faire en sorte que vos clients reviennent, faire en sorte que vos clients disent du bien de vous, faire en sorte que vos clients vous recommandent. Et donc, quand on est un stratège en marketing digital, ben on regarde aux différentes étapes du parcours d'achat quels outils je vais pouvoir utiliser et de quelle façon, parce que chaque outil a plusieurs fonctionnalités et en fonction de mon objectif, je vais activer différentes fonctionnalités. Pas compliqué le digital, hein, finalement. Allez, on va commencer par quoi? On va commencer par les moteurs de recherche. Quel est le moteur de recherche le plus utilisé par les internautes? Google. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que celui-là, c'est le plus utilisé. Il y a Bing, c'est Microsoft. Il y a d'autres moteurs de recherche. Pardon? Alors ça, c'est un navigateur. À ne pas confondre les navigateurs, donc Firefox, Google Chrome, Safari, ça, ce sont ce qu'on appelle des navigateurs. En fait, c'est le petit logiciel qui te permet d'aller sur le moteur de recherche. Donc, les moteurs de recherche, c'est Google, c'est Bing de Microsoft. Il y en a un français, j'ai oublié, Quant, ça vous parle, non? Peut-être que c'est mieux que moi, c'est ça, hein, voilà. Et il y en a peut-être d'autres, mais aujourd'hui, quand on fait du digital, on est principalement sur Google et Bing. Voilà. Donc là, vous avez une copie d'écran de Google. Donc, comment on utilise les moteurs de recherche? Google, on va l'utiliser de différentes façons. La chose la plus efficace pour qu'une entreprise puisse capter du client, c'est faire de la publicité sur Internet. La pub. Est-ce que vous avez déjà vu? Alors, peut-être ici, vous voyez, c'est une copie d'écran, Google. J'ai tapé constructeur de maisons individuelles. Donc, moi, je suis potentiellement un prospect. Je veux me faire construire une maison. Et donc, je vais chercher un constructeur de maisons individuelles. Donc, je vais sur Google. Je vais taper constructeur de maisons individuelles. Et là, Google me donne des résultats. Vous l'avez déjà fait, ça? Voilà. Ben, les premiers résultats, il y a écrit annonce. Pardon? Ceux qui ont raqué. Ceux qui ont raqué, exactement. Mais alors, ils n'ont pas raqué. Ils ont investi. Parce que s'ils font de la pub, c'est que... Exactement. Grâce à ça, ça permet aux entreprises d'abord d'apparaître tout de suite en première page, et puis de pouvoir toucher plus de monde. Et quand les gens vont cliquer, ils vont aller sur le site internet, et forcément derrière, potentiellement, ils vont avoir un nouveau contact. La publicité sur Google, c'est le meilleur moyen pour une entreprise de pouvoir rapidement trouver de nouveaux clients. C'est un investissement, et donc tout le jeu, après, c'est de travailler sur ce qu'on appelle un retour sur investissement. Voilà, j'investis tant en publicité, ça me ramène tant de chiffres d'affaires, mais la publicité sur Google, c'est le meilleur moyen pour une entreprise de trouver des clients plus rapidement. Donc ça, c'est la première façon dont on va utiliser le moteur de recherche. La deuxième façon, c'est ce qu'on appelle faire du référencement naturel, SEO. Vous avez déjà entendu parler de ce terme barbare? Le référencement naturel, c'est ce qui permet de positionner votre site internet sur le moteur de recherche après la publicité. Après. Et donc ça, c'est entre guillemets gratuit, même si ça ne l'est pas, puisque quand on est une entreprise et qu'on veut que son site web soit référencé en haut du moteur de recherche, c'est beaucoup de travail. Il faut publier du contenu, il faut avoir un site qui soit bien fait, qui soit rapide sur mobile, etc.
Donc c'est beaucoup de boulot, mais ça permet d'asseoir des positions et de faire en sorte qu'une entreprise elle soit visible sans passer par la publicité sur le moteur de recherche. C'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Vous avez une troisième façon d'apparaître en première page de Google, c'est en passant par la Maps. Les pages Google My Business, ça vous parle? La Maps, ça vous parle. Quand vous faites une recherche locale sur Internet, vous voyez passer la pub, vous avez souvent des résultats avec une carte associée. Donc ça, quand on a un business local, un business de proximité, j'ai entendu parler de points de vente tout à l'heure, c'est des stratégies qui sont intéressantes à les mettre en place. On va créer une page Google My Business. Voilà, c'est l'annuaire de l'entreprise sur Google. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir apparaître assez rapidement dans la Maps, si tant est que cette page, on la développe, notamment avec des avis clients, on en parlait tout à l'heure. Plus vous allez avoir d'avis clients sur la page, plus ça va vous permettre de rendre la page visible sur le moteur de recherche. Une page Google My Business, ça ressemble à ça, si je clique dessus, avec notamment les fameuses étoiles que sont les avis clients. Donc, Google, on peut l'utiliser avec de la pub pour faire de l'acquisition, mais on peut également l'utiliser pour fidéliser sa clientèle. On va récupérer des avis et du coup, ça va inciter d'autres clients à pouvoir revenir vers vous. Donc, si vous avez ceux qui travaillent en alternance, si vous avez des clients, incitez-les à laisser des avis positifs sur la page Google de l'entreprise, parce que ça va vous aider. Plus l'entreprise, elle va développer sa crédibilité, plus elle va avoir d'avis, plus ça va derrière être facile pour le job de commercial que tu fais, pour du coup convaincre des clients de venir vers toi. Monsieur le client, allez voir sur Google, j'ai plein d'avis positifs. Les clients, ils me kiffent. Donc, si vous venez travailler avec moi, je vous garantis, vous allez vous régaler. Regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est mes clients. On n'a jamais rien inventé de mieux pour convaincre un nouveau client de venir travailler avec vous. On le fait tous quand on cherche un restaurant, un hôtel, etc. Ça fonctionne comme ça. Ça marche pareil pour les entreprises. Deuxième outil, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, on peut les utiliser là aussi de différentes façons. Ça, c'est une publication issue de Facebook. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette publication? Elle est sponsorisée. Exactement, elle est sponsorisée. Ça veut dire quoi, elle est sponsorisée? Ils ont payé pour être mis en avant. Exactement. Donc, sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire de la publicité et c'est ce qui va permettre à une entreprise de se faire connaître au plus grand nombre grâce à la publicité. Faire de la publicité sur Facebook, faire de la publicité sur Instagram, faire de la publicité sur TikTok. Voilà, la publicité sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet de pouvoir créer un maximum d'engagement, un maximum de visibilité sur les pages de l'entreprise. Quand une entreprise publie un contenu sur sa page, le contenu il est diffusé qu'à une petite partie de son audience. La publicité permet d'aller diffuser auprès d'un plus grand nombre et surtout, elle permet d'aller cibler. Si moi, je veux faire de la publicité auprès d'une tranche de clientèle qui ont entre 35 et 44 ans et qui sont intéressés par le golf, ben je peux le faire grâce à la publicité. Donc une entreprise, quand elle veut se faire connaître, développer sa notoriété en utilisant les réseaux sociaux, quand elle veut toucher un plus grand nombre, elle fait de la publicité. C'est tout ce que vous voyez écrit en sponsorisé. On peut faire d'autres choses sur les réseaux sociaux. On peut faire des vidéos. Ça vous parle? Des vidéos courtes. À mon avis, si vous passez du temps sur les réseaux sociaux, vous devez passer ça à longueur de journée, les vidéos courtes. Bon, les vidéos courtes, c'est un format qui a été imposé par TikTok il y a quelques années. Et donc, Instagram, YouTube avec les shorts leur ont emboîté le pas. Et donc, une entreprise sur les réseaux sociaux, elle peut faire de la publicité, mais elle peut également, en utilisant les vidéos courtes, créer du contenu et faire connaître sa marque plus vite. C'est un très bon format aujourd'hui, les vidéos courtes, pour les entreprises sur les réseaux sociaux, car les entreprises bénéficient de la guerre concurrentielle que se livrent les grandes plateformes pour capter le maximum d'utilisateurs, avoir un maximum de rétention. Et donc les algorithmes des réseaux sociaux favorisent
les publications vidéo au détriment des publications classiques, post, texte, etc. Et donc, quand on est une marque et si on souhaite progresser sur les réseaux sociaux, le format vidéo courte, c'est un excellent moyen de le faire et d'avoir un maximum de visibilité par rapport à des publications classiques. Une publication en vidéo courte sur les réseaux sociaux va vous générer 10 fois plus de visibilité qu'une publication classique, type post, avec une photo et un texte. Je ne peux que vous encourager à aller vers ce type de communication en 2024, car c'est vraiment le format qui a le vent en poupe, sachant que les vidéos, on peut après les sponsoriser, et faire de la publicité, bien évidemment. Donc, c'est des formats qui sont très intéressants. Et cerise sur le gâteau, avec l'intelligence artificielle, il existe maintenant des solutions, des logiciels qui vous permettent, littéralement en un clic, de créer ce que vous voyez à l'écran. Je vois qu'on acquiesce à côté de moi. Vous devez peut-être utiliser déjà ce type d'outils, comme Caption, comme Submagic, qui permettent à partir d'un contenu existant de le découper, de le saucissonner, de vous créer les sous-titres, de vous créer les zooms, de vous créer les b-rolls, et tout ça de manière automatique. Donc ça, c'est un vrai avantage concurrentiel quand on est une marque aujourd'hui, de prendre les devants, de commencer à publier avec ce format-là. C'est des formats qui marchent très très bien sur les réseaux sociaux. Troisième outil, l'email. Si vous posez la question à des patrons de boîte, des directions commerciales, des directions de marketing, bref, des personnes en activité dans le monde de l'entreprise, si vous leur demandiez combien de fois par jour vous consultez votre boîte email, ils vous répondraient, je ne sais pas, 10, 20, 30, 50, 100 fois. Les gens dans le monde de l'entreprise ont les yeux braqués sur leur boîte email. Et donc, ça veut dire quoi pour une entreprise, un annonceur, dès lors que moi je fais du marketing? Ça veut dire que quand vous avez l'email d'un contact, vous avez un accès direct à sa boîte mail et donc à son cerveau. Et donc l'email, aujourd'hui, ça reste le meilleur moyen de pouvoir toucher une entreprise, une personne. Parce qu'encore une fois, si je publie sur un réseau social, quand je publie, je ne sais pas qui va voir ma publication, ce n'est pas garanti. Voilà. Alors que l'email, vous êtes sûr d'atterrir dans la boîte mail de votre interlocuteur. L'objectif de toute stratégie marketing digital, c'est de capter l'email des personnes qui viennent sur votre site internet. Vous allez sur Facebook, vous n'avez pas de compte. Qu'est-ce qu'il vous demande, Facebook? Un email. Voilà. C'est pareil sur tous les grands supports. Voilà. L'objectif, c'est de capter l'email parce qu'une fois que vous avez capté l'email de votre interlocuteur, vous pouvez lui envoyer un email. Et là, vous allez atterrir directement dans sa boîte mail. Là où une communication sur un réseau social, ce n'est pas garanti à 100% que vous allez pouvoir toucher la personne, ou en tout cas que la personne va la voir passer. Et donc l'email, il est utilisé dans le monde de l'entreprise de deux façons, quand on fait du marketing. La première, il est utilisé en prospection. Donc, vous vous souvenez, notoriété, acquisition, fidélisation. Donc pour faire de l'acquisition, de ce qu'on appelle de la prospection digitale, l'email, ça reste encore une très très bonne technique. Et il existe aujourd'hui des outils qui sont encore une fois dopés à l'intelligence artificielle et qui permettent de reconstituer des fichiers de base de données. Ça permet de reconstituer des listes d'emails et de déclencher de manière automatique des envois d'emails. Pour ceux qui font du commerce, je ne sais pas si vous avez des cours sur la prospection digitale, mais ça n'a jamais été aussi simple en 2024 que de prospecter aujourd'hui grâce à ces nouvelles technologies qui marchent très très bien. Donc ça, c'est un premier levier, la prospection par email. Et le deuxième levier, c'est la fidélisation. Voilà. Une fois que j'ai un client, j'ai son email, l'emailing, ça permet régulièrement de pouvoir envoyer de l'information pertinente à mes clients dans le but de leur dire « Coucou, j'existe, voilà, j'ai un nouveau produit, j'ai un nouveau service, etc. » Donc vous gardez le lien et c'est en gardant ce lien que les clients, au fil de l'eau, continuent de penser à vous et pas à vos concurrents. Les stratégies d'emailing sont des stratégies encore à ce jour hyper pointues et surtout hyper pertinentes
quand on fait du marketing digital. Donc, je peux que vous encourager à aller vers ce type de stratégie quand vous serez aux manettes rapidement. Il y a une question. Oui. Si l'emailing c'est le meilleur pour prospecter, ça veut dire qu'il y a plus de monde qui l'utilise, comment on fait pour que notre mail il se démarque des autres? C'est une très bonne question. Donc, comment on fait pour que notre mail se démarque des autres? On fait appel à des talents de copywriting. Donc, il y a des techniques, ce qu'on appelle le copywriting. D'ailleurs, il y a plein de freelances qui se sont lancés et qui se disent copywriters. Donc, le copywriting, c'est quoi? C'est l'art d'écrire des messages qui sont percutants, qui ont un impact et qui va faire en sorte que votre email, quand il arrive dans une boîte aux lettres d'un interlocuteur, il puisse se distinguer, se différencier d'un autre mail et qui soit vu. Donc, il y a à la fois des techniques avec les outils qu'on utilise. Donc, utiliser un bon outil, ça vous permet d'être sûr d'arriver dans la boîte aux lettres de votre interlocuteur. Et puis, il y a des petites techniques qui permettent de pouvoir afficher l'objet et surtout de faire un mini résumé de l'email sous l'objet. Donc ça, c'est des techniques que les logiciels proposent. Et puis, vous avez surtout après le talent du copywriter. C'est qu'est-ce que je vais utiliser comme mot, MOTS, pour donner envie à la personne qui va recevoir mon email de l'ouvrir. Donc, il y a plein de techniques qui existent. On peut jouer sur la curiosité, on peut jouer sur les émotions, on peut jouer sur le contre-pied. Exemple d'une technique de contre-pied, vous envoyez un email et dans l'objet, vous mettez « mauvaise nouvelle ». Là, je peux vous garantir que les gens, ils ouvrent. Là, nous, on l'a testé. Vous faites le même contenu avec un objet, mauvaise nouvelle. L'autre objet, vous mettez « newsletter numéro 52 ». Je peux vous dire que la newsletter numéro 52, personne ne va l'ouvrir. Par contre, la mauvaise nouvelle, on va l'ouvrir. Puis après, derrière, il faut savoir enchaîner. Il y a l'humour qui marche bien aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du copywriting. Il y a des agences qui sont spécialisées là-dedans. Et puis, tous les éditeurs qui vous proposent ces solutions aussi vous aident dans la rédaction d'emails. La prospection digitale, c'est une prospection qui est écrite. Et donc, savoir bien écrire, ça redevient un vrai atout en 2024 parce que tous les supports dont on parle, réseaux sociaux, emails, ce sont des supports qui nécessitent qu'on s'adresse aux gens avec des mots MOTS. Là où, à mon époque, c'était plutôt le téléphone. On recrutait plutôt des talents au téléphone. Là, aujourd'hui, tous ces métiers de copywriter et donc de talent par les mots sont très recherchés dans le monde du marketing et de la communication. Et vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir vous aider à rédiger des emails impactants. Il y a des techniques de publicité qui existent. Les modèles d'intelligence artificielle, ils ont en stock toutes ces techniques-là que vous pouvez aller solliciter. Pardon ? Ça, ils savent déjà faire. Ça, ils savent déjà faire. Moi, j'ai une question. Oui. Depuis le début, vous nous parlez de susciter la... Je te donne le micro parce que sinon, au fond, ils vont pas du tout entendre. Moi, je peux porter ma voix plus fort. Depuis le début, vous parlez de susciter la confiance. Moi, je suis d'une génération, naturellement, toutes ces sollicitations sur le web, dans les boîtes mail, dans les réseaux, etc., je vais être sur la défensive. Moi, dès le départ, je vais plutôt être en retrait. C'est très rare qu'on arrive à m'attraper grâce à ça. Comment ils font, eux ? Alors, eux, c'est pas la même génération que moi. Eux, ils baignent là-dedans depuis qu'ils sont tout petits. Mais on est dans un pays vieillissant. Il y aura de plus en plus de vieux. Comment ils font pour restaurer la confiance avec des générations comme les nôtres qui sont peut-être plus en retrait ? Alors, au risque de vous décevoir, ce n'est pas une histoire de génération. C'est une histoire de psychologie humaine. Et pour susciter de la confiance et capter l'attention de vos interlocuteurs, voilà, donc là, je vais vous faire un petit cours sur ce qu'on appelle l'influence. Il y a un bouquin qui est génial pour ceux qui font du marketing ou de la com, qui est un best-seller en marketing, qui s'appelle « Influence et manipulation ». C'est un bouquin qui a été écrit par le docteur Cialdini au début des années 80. Et Cialdini, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voulu comprendre ce qui se cachait derrière nos prises de décision. Comment on prend une décision ? Et pour ça, il a fait plein d'études dans le monde entier. Il a écrit un bouquin. Et ce bouquin, en fait, il a résumé en 6 leviers de persuasion. Donc, il y a 6 leviers qui vous font décider de faire une action, d'acheter un produit, d'entrer en relation avec quelqu'un. Il y en a 6, il n'y en a pas 36, c'est universel. Donc ça, c'est de la psychologie. Et donc après,
Dans le digital, on ne fait que reproduire tout ou partie de ces 6 leviers pour capter l'attention et créer de la confiance. Je vais vous en partager 3, simplement 3. Vous allez voir, vous allez faire le lien tout de suite. Le premier levier que Cialdini nous préconise de faire pour susciter la confiance et capter l'attention, c'est ce qu'il appelle la sympathie. Quelqu'un qui est sympathique, qui sourit, on aura plus tendance à l'écouter que quelqu'un qui est forcément antipathique. Un exemple que vous connaissez tous, vous prenez une marque comme Nespresso. Nespresso, c'est un grand industriel, le café il coûte 10 fois plus cher que n'importe quel type de café. Mais qu'est-ce qu'ils font pour créer la sympathie de la marque? Bim, ils payent Georges Clooney. Parce que Georges Clooney, il est sympathique auprès des hommes, auprès des femmes, et c'est comme ça qu'ils créent de la proximité avec leur marché. Comment on se rend sympathique sur un réseau social? Déjà, on a une photo avec un sourire. C'est tout bête. Mais voilà, ne serait-ce que ça, déjà. Donc, la sympathie, l'appréciation, appliquée au modèle de la vente. Je vais vous partager une petite astuce. Quand j'ai démarré dans la vente, mon patron me disait, Olivier, quand tu arrives chez un prospect, les 5 premières minutes, surtout, ne parle pas boulot. J'ai dit, putain, mais si je parle pas boulot, moi j'ai 23 balais. Hein. De quoi je vais parler? Il me dit, t'as pas compris en fait. Les premières 5 minutes doivent servir à créer du lien avec ton client. Et donc, sois observateur. Ce qu'il y a au mur, le bureau, les chaussures, discute avec l'assistante avant d'entrer dans son bureau. Pourquoi? Pour trouver un point commun, pour aller chercher quelque chose qui va te différencier et créer du lien avec ton interlocuteur. Donc c'est valable sur le digital, c'est valable dans la vraie vie, c'est comment je crée une connexion avec quelqu'un qui ne vous connaît pas, et si j'arrive à créer une connexion avec vous alors qu'on ne se connaît pas, là, humainement, déjà, vous allez être un peu moins défiante, et vous allez vous dire inconsciemment, oui, vu qu'on a un point commun, on est du même monde, donc je serai plus enclin à vous écouter. La sympathie, l'appréciation, premier levier. Deuxième levier, dans le milieu professionnel, c'est ce que Cialdini appelle l'expertise, l'autorité, en quoi vous êtes un expert dans votre domaine. Donc là, si je ramène ça à vous, demain vous cherchez du boulot, vous avez votre profil LinkedIn, vous allez mettre sur votre profil ce que vous pouvez apporter à une entreprise, les compétences que vous avez apprises à l'école, les stages que vous avez faits, etc., etc. Et ça va vous positionner comme étant, entre guillemets, quelqu'un de compétent dans votre domaine. Et donc la compétence affichée, fait partie des leviers qui rassurent un interlocuteur qui ne vous connaît pas. Donc appréciation, compétence, autorité. Et puis le troisième levier, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce que Cialdini appelle la preuve sociale. Voilà, moi, si je suis une entreprise, que je viens vous démarcher, vous ne me connaissez pas, si je suis capable de vous montrer qu'il y a des dizaines et des dizaines de clients qui ont déjà fait appel à mes services et ça s'est bien passé, ça va vous rassurer et vous donner un peu plus envie de faire appel à moi plutôt que de faire appel à un concurrent. C'est ce qu'on fait si vous faites du commerce, quand vous allez voir un prospect. Voilà, vous faites votre présentation et vous dites, nous on travaille avec telle entreprise. Vous montrez vos références parce que ça rassure et ça apporte de la crédibilité à votre discours. Donc, il y a des techniques de persuasion. Ça, c'est entre guillemets vieux comme le monde parce que le cerveau humain, il fonctionne comme ça. Et donc, appliqué au digital, on essaye de faire en sorte de les mettre en avant, de les mettre en valeur dans le but, vous avez entièrement raison, de créer de la confiance, de rassurer. Voilà. Et ça, c'est pas générationnel. Ce qui est générationnel, c'est l'utilisation des supports. Je vous rejoins. Voilà, on est peut-être moins à l'aise avec un réseau social, etc. Et moi, le premier. En revanche, ce qui déclenche nos prises de décision, c'est pas générationnel. Voilà, c'est universel. Donc, sur votre carrière professionnelle, il est 3h moins 20, je suis en retard. En plus, j'ai un rendez-vous à 15h, donc là, je ne suis pas bien, je suis bavard. Puis en même temps, c'est à cause de vous, mais posez plein de questions. Qui vous a donné la bonne idée de poser des questions? On se demande. Donc, moi, je ne peux que vous inviter à faire une chose. Si vous allez sur le site de mon agence WSI, j'ai une petite formation gratuite que je propose à tous mes étudiants, etc. LinkedIn, si demain vous cherchez du boulot, alors, sauf si vous êtes rentier et que vous ne voulez pas travailler, il n'y a pas de problème. Mais si demain, après vos études, vous allez avoir besoin de soit trouver du boulot, soit trouver des clients parce que vous lancez, sur LinkedIn, c'est là que se trouvent vos futurs employeurs et vos futurs clients. Voilà, ne cherchez pas, ils ne sont pas sur Snapchat, ils ne sont pas sur TikTok, Instagram, machin, ils sont là. Ils sont là. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un réseau social. Ça marche pareil. Parce que là, c'est un réseau social professionnel.
Donc, votre futur patron, il est là. Donc, je peux que vous encourager dès maintenant à commencer à vous familiariser avec cet outil-là, à le mettre à jour, à l'utiliser. Je vais vous raconter une histoire. On est, pour que vous puissiez toucher du doigt de la puissance de l'outil. On est en mars 2020. C'est le début du Covid. La France est sous cloche. Le monde du travail est à genoux. Et nous avons cette petite demoiselle, Léna Jouot, qui cherche du boulot. La pauvre, elle vient de finir ses études. Et elle cherche du boulot dans la com et dans le sport. Autant vous dire que quand les entreprises sont en crise, les premiers budgets qu'on vient couper, c'est les budgets com. Et le monde du sport, je ne vais pas vous faire un dessin, il a mis 2 ans à s'en remettre de la crise du Covid. Ben là, elle ne se dégonfle pas. Elle dit, moi, je veux bosser dans le sport et dans la com. J'ai fait toutes mes études, c'est ce qui me plaît, je vais faire ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Léna Jouot? Elle a créé son CV, elle l'a publié sur LinkedIn, mais elle n'a pas créé n'importe quel type de CV. Elle a fait un CV avec les codes du journal L'Équipe. Et quand elle a publié son CV, forcément, il était complètement différent des autres CV qu'on pouvait voir passer sur le réseau social. Et surtout, il était hyper adapté à sa cible, la com et le sport. À votre avis, elle a fait combien de vues sur LinkedIn quand elle a mis son CV? Dites-moi des chiffres. Allez-y, au hasard. Fort. 10 000. Qui dit mieux? Plusieurs millions. Plusieurs millions. Elle a fait 15 millions de vues. Sans payer. 15 millions de vues. Vous m'entendez? Voilà. Un post. Quand vous faites 15 millions de vues sur LinkedIn, vous cherchez plus du boulot. Même si c'est le Covid, hein, vous en cherchez plus. On vient vous chercher. Voilà. Et donc, pendant 1 mois, elle a choisi la boîte pour laquelle elle allait travailler. Et elle a fini dans une plus grande agence de com parisienne. Voilà. Votre futur patron est sur LinkedIn. Plus tôt vous démarrez, plus vite vous sécuriserez votre carrière professionnelle. J'espère que vous avez tous votre compte ouvert sur LinkedIn. J'espère. LinkedIn, ce n'est pas un CV, c'est votre vitrine professionnelle. Donc surtout, ne le rédigez pas comme un CV. Même si vous cherchez du boulot, pensez à Léna. Léna, elle n'a pas fait un CV, elle a posté le journal L'Équipe. Elle s'est mise en scène. Donc même si on cherche du boulot, il ne faut pas le rédiger comme un CV. Ça se travaille. Encore une fois, j'ai des petites formations qui sont gratuites que vous pouvez en ligne. Et puis encore une fois, on garde le lien. Moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, m'envoyer un message. Je serai ravi de vous aider. Mais plus vite, vous allez commencer à cultiver votre profil. Une belle photo, une bannière. Dites ce qui vous plaît dans la vie, dites ce qui vous anime, dites ce que vous aimez dans vos études. Ça va se voir. Développez votre réseau. Commencez dès maintenant à entrer en contact avec vos camarades, les gens que vous rencontrez, les entreprises dans lesquelles vous faites des stages, de l'alternance. Voilà. Un réseau, ça se développe dans la durée. Plus vite vous prenez le pli, plus vite vous allez encore une fois sécuriser votre carrière professionnelle. LinkedIn, c'est bien meilleur que Pôle emploi. Pôle emploi, ça ne vous servira jamais à retrouver du boulot. LinkedIn, oui. Mais ça, c'est un mindset, c'est une culture. Vous avez peut-être des cours sur le réseau social, mais retenez l'idée que votre futur job, il est là, il n'est pas ailleurs. Il est là. Et enfin, pour conclure cette conférence, déjà un grand merci de m'avoir écouté. Je voulais partager une dernière petite anecdote, dernière petite histoire. Après, je vous libère. On a parlé beaucoup de digital. Forcément, c'était le sujet de la conférence du jour. Mais moi, j'ai envie de partager avec vous le fait que le digital, c'est bien, mais ça reste que des outils. Et ce qui compte le plus, au final, c'est d'abord vous. C'est d'abord vous avec vos qualités humaines et que, encore une fois, demain, que vous cherchiez un boulot, que vous cherchiez des clients, vous cherchiez à recruter, les outils ils vont vous aider à accélérer, ils vont vous aider à aller plus vite, bien évidemment, mais au final, ce que les gens vont acheter, c'est vous. C'est vous, avec vos qualités, avec vos défauts, avec votre sincérité. Et je vais vous partager une anecdote et je conclurai là-dessus. Quand je suis allé voir le directeur commercial de mon papa, Eric, je lui ai demandé la carte de visite pour me mettre en relation avec des connaissances sur Paris. Moi, je connaissais personne sur Paris. Je voulais travailler dans l'informatique. Et donc, il m'a mis en relation avec une chasseuse de tête qui était spécialisée dans l'informatique. Je vais la voir. Et elle me dit, moi, j'ai un client, c'est une grosse boîte de la tech
à Paris qui cherchent des profils comme vous. Ils ont un poste, elle me décrit le poste. Franchement, c'était le job de mes rêves. Le job de mes rêves, c'est exactement ce que je voulais faire, c'était payer une fortune. Et donc, j'arrive le jour de l'entretien. J'avais une après-midi de prévu avec tous les interlocuteurs de la boîte. Je rencontrais ce jour-là le PDG, le DRH et les 2 directeurs commerciaux. Et donc, j'arrive, je mets mon plus beau costume, tout neuf, que ma mère venait de m'acheter pour monter dans la capitale. J'arrive en avance, 20 minutes, je m'assois et je commence à observer, à regarder, etc. Et là, je vois arriver un deuxième candidat. Et je me dis, zut, je suis pas seul. Il y a de la concurrence. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je commence à discuter avec le candidat pour savoir mon concurrent, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il avait dans la tête. Et donc, je commence à discuter avec lui. Et là, j'apprends très vite, mauvaise nouvelle, il sort de HEC. Je dis, oh putain, HEC. Alors oui, j'ai fait un MBA, mais enfin, j'ai fait un IUT à Aix-en-Provence, je peux pas lutter, quoi. HEC, le type, il sort de la meilleure école de commerce en France, je suis, mais vraiment mal barré. Et en même temps, je me dis, c'est peut-être une opportunité pour essayer de te différencier, mais je ne sais pas comment encore. Et donc, dans un coin de ma tête, je me dis, écoute, il ne faut pas aller sur le levier des études, parce qu'il a fait des meilleures études que toi. Donc, essaye d'aller chercher quelque chose au fond de toi que lui n'aurait pas. Mais je ne sais pas quoi encore. Et je commence mes entretiens. Le PDG, l'entretien se passe super mal. Lui, il voulait embaucher mon concurrent. Je rencontre après le DRH. L'entretien se passe moyen. Bon, lui, je savais que de toute façon, il allait se ranger à l'avis de son PDG. Et puis, je rentre dans la salle où il y a les 2 directeurs commerciaux. Ce poste, c'était pour devenir commercial. J'ai 23 ans. Et donc, un des 2 allait être mon futur patron, puisque c'était pour intégrer l'équipe commerciale. Et là, je rentre dans la salle. Ma chance, ça a été que je passe en dernier. Je n'ai pas fini de m'asseoir qu'il y en a un des 2, Bernard, qui me dit « Bon, monsieur Alossio, surtout, s'il vous plaît, ne nous récitez pas la messe. Nous, on a envie vraiment de savoir qui vous êtes. » Et là, je me dis « Bingo, j'ai trouvé. » Ils avaient eu avant un discours stéréotypé. Moi, j'ai fait HEC, je suis le plus beau, je suis le plus fort, etc. Et là, je le regarde, Bernard, je lui dis « Si je vous dis qui je suis, ça ne va pas vous plaire. » Alors là, il commence déjà à rigoler. Il dit « Qu'est-ce qui va nous sortir, celui-là ?» Et là, je lui balance « Moi, je suis supporter de l'OM. Je viens de Marseille, je suis à fond sur l'OM. » Et là, je regarde, la deuxième personne à côté, elle se met à sourire. Elle ne supportait pas le PSG, d'accord, et c'était un fan de foot, supporter du FC Nantes. Mais je ne sais pas, moi. Et là, il commence à sourire. Et après, je lui dis, deuxième chose, je suis un gros bringueur. Voilà, moi, j'adore aller en boîte de nuit. Depuis 4 ans, toutes mes études, je suis un gros bringueur, j'ai plein de copains, etc. Et ce que je ne savais pas, c'est que le Bernard en question, il signait tous ses contrats en boîte de nuit à Paris. Tous ses contrats. Le PDG voulait embaucher HEC, le DRH, il dit, on embauche HEC. Les 2 ont dit, vous embauchez Olivier, sinon on démissionne. C'est comme ça que j'ai eu mon premier boulot. Je suis resté 6 ans et franchement, opportunité de malade. Merci.